Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité politique au plus près de chez vous grâce à nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des indés radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, la sécurité, thème de cette rentrée politique. Le sujet a occupé l'essentiel du discours de Marine Le Pen hier. Et ce matin, Gérald Darmanin dévoile les propositions du gouvernement. La France est malade de son insécurité, dit le ministre. On en parle avec le sénateur Les Républicains de la Seine-Saint-Denis, Philippe Dallier. Il est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Laurent Pietraszewski, le secrétaire d'État chargé des retraites et de la santé au travail. Et puis, toutes les semaines, nous allons à votre rencontre dans vos régions pour suivre l'actualité au plus près de chez vous. Cette semaine, direction la route du Tour en Charente-Maritime. Car au-delà de l'événement sportif, le Tour de France est aussi un enjeu pour les collectivités. Et puis enfin, dans le Club des territoires, nous parlerons des sénatoriales à 20 jours maintenant du scrutin qui verra le renouvellement de la moitié de la Chambre haute. Mais avant cela, voici les autres informations de ce lundi 7 septembre. Le Conseil d'État valide les arrêtés imposant le port du masque à Lyon, Strasbourg et dans 12 villes du Bas-Rhin, estimant que les mesures sont justifiées, avec toutefois quelques restrictions, comme la limitation des périmètres, seulement les centres-villes pour les communes les moins denses. Gérald Darmanin et Marlène Schiappa dévoilent les mesures de lutte contre le séparatisme ce matin dans Le Parisien, aujourd'hui en France, avec notamment la création d'un contrat d'engagement sur la laïcité. Nous ne verserons plus 1 euro d'argent public aux associations qui sont les ennemis de la République, dit Marlène Schiappa. Les universités rouvrent leurs portes aux étudiants aujourd'hui pour une pré-rentrée dans un contexte sanitaire particulier. La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a annoncé que 30 000 nouvelles places seront créées dans l'enseignement supérieur d'ici à 2022. Et on débute donc avec le sénateur du jour élu de Seine-Saint-Denis, siège dans le groupe Les Républicains, vice-président du Sénat. Bonjour Philippe Dallier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et d'être le premier invité de cette nouvelle saison. Un plaisir. Mais ça nous fait plaisir que vous soyez là. On va parler de la sécurité. La sécurité au cœur de la rentrée politique. Les Républicains et le Rassemblement national ont attaqué le gouvernement ce week-end sur le sujet. Le ministre de l'Intérieur répond ce matin dans Le Parisien, aujourd'hui en France. On voit ça avec Laura Sauvage. À 20 mois de la présidentielle, la sécurité revient sur la table. Après la querelle sémantique sur l'ensauvagement, Gérald Darmanin présente son futur projet de loi contre les séparatismes. Au menu du séminaire gouvernemental. Voilà, un petit problème technique. On va voir ce sujet dans quelques instants. On le disait, Philippe Dallier, l'opposition qui tire à boulet rouge sur le gouvernement en matière de sécurité. Gérald Darmanin qui répond donc ce matin dans Le Parisien, aujourd'hui en France, sur, je cite, ces gens qui disent qu'il faut instaurer des recettes qu'ils n'ont pas mises en place quand ils étaient en responsabilité. Ça vise entre autres la droite. Est-ce qu'il n'a pas raison, le ministre de l'Intérieur ? Oui, écoutez, c'est un peu facile comme réponse. D'abord, ça fait plus de 10 ans que nous ne sommes plus aux affaires, donc ça commence à faire un moment. Mais il est quand même bon que le gouvernement, en tous les cas le ministre de l'Intérieur, pour ce qui est du président de la République, c'est peut-être un peu différent, mais ils s'aperçoivent qu'il y a effectivement un vrai problème de sécurité globalement dans le pays. Alors certes, avec des problèmes accrus dans un département comme le mien, par exemple, je pense qu'on en parlera, mais voilà, on avait le sentiment... Vous partagez le constat, la France est malade de son insécurité, vous êtes d'accord ? Le constat, quel Français ne ferait pas le constat qu'effectivement, depuis des années, pour le coup, ça ne date pas d'hier. On a effectivement une montée de la violence, globalement. Alors, certains parlent d'incivilité, mais je pense que le terme n'est pas le bon. On a globalement, effectivement, une montée de la violence qui peut partir des incivilités, mais qui va effectivement jusqu'à les événements dramatiques qu'on a pu connaître cet été. Voilà, il y a effectivement... Moi, je peux reprendre le terme, un ensauvagement de la société. Et il est urgent, effectivement, que le gouvernement reconnaisse le fait et surtout prenne des décisions. On va voir. Allez, on le disait, la sécurité, thème de cette rentrée politique. On va donc voir ce sujet de Laura Sauvage. On en parle avec vous, Philippe Dallier. À 20 mois de la présidentielle, la sécurité revient sur la table. Après la querelle sémantique sur l'ensauvagement, Gérald Darmanin présente son futur projet de loi contre les séparatismes. Au menu du séminaire gouvernemental de mercredi, le texte du ministre de l'Intérieur prévoit notamment de renforcer la présence policière dans les rues et de communiquer tous les mois les chiffres de la délinquance. Une politique du chiffre qui vise à rassurer les Français et à couper l'herbe sous le pied de Marine Le Pen. À Fréjus, dans le Var, la présidente du Rassemblement national et candidate déclarée à l'élection présidentielle est revenue sur les faits divers qui ont émaillé l'été. On est en droit de se demander ce qu'est devenu notre pays.
Vers quel abîme roule-t-il lorsque dans le même temps tout est fait pour neutraliser l'action des forces de l'ordre, les diffamer et les fragiliser? Bref, c'est une véritable barbarie qui s'installe. Avec la barbarie, on ne négocie pas, on la combat. Même son de cloche à l'université d'été des jeunes LR ce week-end au Port-Marly dans les Yvelines. On y déplore le manque d'autorité de l'État tout en affirmant que la violence augmente en France. Comment Emmanuel Macron peut-il être cet homme de la reconstruction républicaine, de la reconstruction nationale? L'insécurité, talon d'Achille d'Emmanuel Macron, le chef de l'État entend bien démontrer le contraire en mettant un cap sécuritaire sur 2022. Et on entend et on voit le gouvernement ce matin qui dévoile donc ses propositions avec notamment ces chiffres de la sécurité qui seront désormais publiés tous les mois. C'est l'engagement de Gérald Darmanin. C'est une bonne nouvelle pour vous ? Écoutez, la querelle sur les chiffres, on a connu cela, ça a été dans le passé, effectivement, sans fin, des discussions, notamment entre les maires d'ailleurs et les services de la police nationale, les préfets, parce que les maires voudraient disposer d'informations et de statistiques. Il y a eu souvent des débats pour savoir si on devait communiquer ou pas ces chiffres. Franchement, pourvu qu'on ne retombe pas dans ces querelles-là, moi ce qui m'intéresse, c'est effectivement les moyens qui sont mis en œuvre sur le terrain pour lutter contre cette insécurité. Et on peut parler de la police, mais il faut aussi parler de la justice. Parce que si on a des forces de l'ordre qui effectivement mettent la main sur des délinquants, mais que derrière la procédure ne suit pas, qu'il n'y a pas assez de places de prison, qu'on n'arrive pas à emprisonner, qu'il n'y a pas de mesure de suivi dans l'application des peines, c'est toute la chaîne qu'il faut revoir. Trop de laxisme pour vous en matière judiciaire ? Parfois oui, et surtout aujourd'hui on n'a pas le sentiment que ce sujet a été pris en compte par le président de la République. Ce degré de violence qui monte, que les Français ressentent depuis plus de 3 ans maintenant que le président de la République est aux affaires, on n'a pas eu le sentiment qu'il en ait fait une priorité. Voilà, il y a une espèce de déconnexion entre ce que vivent les Français et la réaction du gouvernement. Alors le ministre de l'Intérieur a l'air de vouloir prendre les choses en main, mais ça va demander effectivement des moyens et une volonté politique forte, et puis surtout une majorité qui suit, donc on va voir un peu quels sont les débats en interne, et pas de querelle entre les ministres, parce que si le ministre de la Justice commence effectivement publiquement à discuter ce que le ministre de l'Intérieur souhaite faire, il y a quand même un vrai problème de cohérence de la politique. Vous êtes d'accord avec Gérald Darmanin sur le mot d'ensauvagement, vous nous l'avez dit. Est-ce que quand Marine Le Pen hier dit qu'il y a une véritable barbarie qui s'installe dans le pays, là vous êtes d'accord? On ne va pas aller dans la surenchère en termes de terminologie. Le constat, je pense qu'il est partagé par l'immense majorité des Français. Oui, il y a un problème d'insécurité, il y a un problème de respect de l'autorité. On s'en prend aux pompiers, on s'en prend aux médecins, on s'en prend aux forces de l'ordre, on s'en prend aux élus locaux. Enfin, on voit bien que tout cela monte et qu'il y a un véritable problème à traiter d'urgence. Voilà. Donc le constat, tout le monde le partage. Maintenant, la question est de savoir quels moyens on met en face. L'autre sujet, c'est la lutte contre le séparatisme. Et là aussi, le gouvernement dévoile ses propositions. Contrat d'engagement sur la laïcité, notamment. Nous ne verserons plus 1 euro d'argent public aux associations qui sont les ennemis de la République, dit Marlène Schiappa ce matin dans Le Parisien. Vous soutenez ce contrat ? Écoutez, on est heureux de l'entendre. Moi, j'aurais envie de vous dire que ça fait bien longtemps que l'immense majorité des communes ont mis en place avec les associations subventionnées des contrats d'objectifs et de moyens qui effectivement prennent en compte le respect de la laïcité dans ce pays. Voilà, donc ce que les maires ont fait depuis longtemps, on est heureux d'entendre que le gouvernement va enfin le faire. Alors j'imagine que... Donc l'État arrive après les élus locaux sur ce sujet ? J'ai l'impression, et puis alors j'imagine que le gouvernement parle des subventions que l'État accorde à ces associations, donc si tout d'un coup ils se disent préoccupés et sensibles au sujet, tant mieux. Maintenant il va falloir que ça suive là aussi sur le terrain, parce qu'on voit bien comment les préfectures se sont petit à petit vidées de leur personnel, donc il va falloir des gens pour contrôler tout cela. Un projet de loi sur le séparatisme sera présenté à l'automne, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement. Qu'est-ce que vous attendez de ce texte ? Écoutez, je ne sais pas s'il faut un projet de loi. On veut toujours tout faire passer par la loi dans ce pays. Bon, on verra bien. Écoutez, on verra le contenu. Pour l'instant, je n'ai pas de détails. Mais s'il s'agit effectivement de dire clairement que, par exemple, on ne peut pas à Grenoble, chez les écolos, autoriser des horaires différenciés pour les hommes et les femmes dans les piscines, est-ce qu'il faut passer par la loi ? J'en sais rien. S'il le faut, eh bien faisons-le.
Mais il y a effectivement des limites à refixer, parce que ces limites, dans certaines parties du territoire, elles sont parfois franchies par certains élus. Donc s'il faut réaffirmer les choses, faisons-le. S'il faut passer par la loi, faisons-le. Mais c'est peut-être pas absolument nécessaire. Allez, on va continuer à parler de sécurité, mais pas seulement. On va retrouver nos partenaires de la presse quotidienne régionale. On va aller à Rennes. Bonjour Yves-Marie Robin, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste à Ouest France et à la une de Ouest France aujourd'hui, le fléau des rodéos urbains. Effectivement, c'est un loisir entre guillemets qui se développe pas mal dans la région, notamment dans les grandes villes comme Rennes et Nantes. Alors, un rodéo sauvage, ce sont des jeunes qui, à bord sur des quads ou sur des scooters, roulent à grande vitesse, au mépris des règles élémentaires de sécurité et généralement sans casque. Donc forcément, c'est un fléau pour les élus locaux qui semblent un peu démunis, pour les riverains aussi, qui, pour beaucoup, hésitent à sortir de chez eux, et puis pour la police, qui effectivement a l'interdiction de faire des courses-poursuites, car s'il y a accident, il y a forcément émeute. Donc la police a choisi d'intervenir à froid, en faisant des saisies de scooters quelques jours après, ou en mettant aussi en place des cellules d'investigation pour repérer un peu les délinquants sur les vidéosurveillances. Alors, il y a bien une loi qui existe pour interdire ces rodéos, mais dans les faits, elle n'est pas du tout appliquée. Yves-Marie, vous restez avec nous. On va parler des autres sujets dans Ouest France aujourd'hui, mais sur ce sujet, sur ces rodéos sauvages, Yves-Marie nous le disait, la loi existe, elle n'est pas appliquée. Écoutez, vous savez, en Seine-Saint-Denis, ça n'est pas un sujet que nous découvrons. Ça fait des années et des années que nous sommes confrontés à cette problématique. Et effectivement, tout le problème vient du fait qu'on interdit aux forces de police de poursuivre les motos, les véhicules qui se livrent à ces rodéos. Et les délinquants le savent. Et donc, ils en jouent. Et vis-à-vis de nos concitoyens, c'est dramatique parce qu'ils assistent à ces rodéos, la police ne fait strictement rien, les élus locaux et notamment les maires sont pris à partie parce qu'on leur dit écoutez, vous ne faites pas respecter la loi, donc on est dans une situation qui n'est pas acceptable et pas tolérable. Alors certes, on ne peut pas demander à la police de prendre des risques et de faire courir des risques parfois mortels à certains, mais on ne peut pas non plus rester dans la situation actuelle avec ce sentiment d'impuissance de la puissance publique qui est donnée. Autre sujet dans Ouest France aujourd'hui, Yves-Marie, c'est Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, qui vous accorde une interview. Elle est en déplacement dans le Morbihan. Oui, 4 jours après la présentation du plan de relance, les ministres vont prêcher la bonne parole dans les départements. Donc effectivement, Barbara Pompili est dans le Morbihan aujourd'hui pour parler eau et assainissement. Elle est plus précisément à Carnac. Donc dans l'interview qu'elle nous accorde, elle nous dévoile un peu le plan de relance de la transition écologique, donc ces fameux 30 milliards qui vont servir à développer le fret, à rénover les bâtiments et les bâtiments publics et privés thermiquement, et puis aussi à développer les transports alternatifs. Alors elle a eu des critiques, effectivement, on dit que 30 milliards c'est pas suffisant, mais pour elle, effectivement, l'ensemble du plan de relance doit être teinté en vert. Et puis une figure de la droite dans Ouest France aujourd'hui, c'est Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui était ce week-end à La Baule pour le mariage de son ami Franck Louvrier, mais aussi pour une séance de dédicace. Effectivement, la sarcomania continue. Le succès littéraire de cet été, c'est Nicolas Sarkozy. Plus de 200 000 ouvrages vendus pour son livre Le temps des tempêtes. Donc il était à La Baule ce week-end, vous l'avez dit, pour le mariage de Franck Louvrier et puis aussi pour dédicacer. Ça a été un énorme succès. Le libraire avait prévu plus de 400 livres en stock. Alors, des femmes, des plus jeunes qui sont venus saluer le président et réclamer son retour en politique, des mots d'encouragement qui ont forcément été droit au cœur du président, qui s'apprête quand même à avoir une rentrée un peu difficile puisqu'il y a 2 procès qui s'annoncent très vite là pour un procès pour les écoutes, les fameuses écoutes, et puis en printemps prochain pour Big Malion. Merci beaucoup Yves-Marie. On va revoir la une de Ouest France aujourd'hui. Le fléau des rodéos urbains, c'est à la une de Ouest France. Et Yves-Marie, on vous retrouve mercredi dans cette émission pour notre émission spéciale Gérard Larcher face à la presse quotidienne régionale. À mercredi Yves-Marie. Merci. Mercredi, bonne journée. Merci d'avoir été avec nous. On va parler de la droite, de Nicolas Sarkozy. On le voit, un succès de son livre. Il reste celui qui incarne le mieux la droite selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche publié hier. Il est un atout dans votre camp où il est la figure tutélaire qui fait qu'un nouveau chef a du mal à émerger.
Non, je ne pense pas que ce soit Nicolas Sarkozy qui empêche un nouveau chef d'émerger. C'est vrai que dans notre électorat, il y a une certaine nostalgie, et même une nostalgie certaine de la période Nicolas Sarkozy, qui incarnait effectivement, pour le coup, le leadership et le chef qui nous manque aujourd'hui. Donc ça, c'est une certitude. Maintenant, dire que c'est lui qui empêche un nouveau chef d'émerger, non. Maintenant, on voit bien qu'Emmanuel Macron joue aussi un peu de ses liens avec Nicolas Sarkozy pour enquiquiner la droite, hein, si vous me permettez l'expression. Il a divisé cette droite, Emmanuel Macron, pour vous ? En tous les cas, il essaye, et on voit bien qu'à l'approche de 2022, ça va être l'un de ses objectifs principaux. François Baroin, que beaucoup voulaient comme le candidat de votre camp à la présidentielle et qui semble renoncer, il le confirmera ou non à l'automne. Est-ce que vous le regrettez ? Est-ce que c'était lui le bon candidat ? Écoutez, attendons le mois d'octobre, puisqu'il a dit qu'il se prononcerait après les élections sénatoriales au tout début du mois prochain. Écoutez, c'est sa décision personnelle. S'il ne veut pas y aller, personne ne peut le contraindre à y aller. Il semble vouloir privilégier, j'allais dire, sa vie privée et personnelle. On ne peut pas non plus le lui reprocher. Il y a un homme, en tout cas, qui semble avoir envie d'y aller, c'est Bruno Retailleau, votre président de groupe. Philippe Dallier, ça serait un bon candidat à la présidentielle ? En tous les cas, ça sera un candidat sérieux. Donc, il faut que les choses s'éclaircissent. Je crois que le problème aujourd'hui de la droite, c'est qu'effectivement, nous sommes dans un calendrier un peu compliqué. Il y a l'approche des élections régionales qui risque de nous mobiliser, qui va nous mobiliser dans les 6 mois qui viennent. Et il ne faudrait pas que dans ces 6 mois, on soit dans l'incapacité de se mettre d'accord sur une procédure de désignation et pourquoi pas sur un candidat potentiel, parce que le temps va passer très vite maintenant et on ne peut pas rester dans ce flou qui, au bout du compte, ne favorise que le président de la République en place et qui sera candidat. Vous parlez de la procédure de désignation. Quelle doit être cette procédure de désignation ? Est-ce qu'il va falloir en passer par des primaires ? Écoutez, moi je le crois, parce que il n'y a pas de candidat qui s'impose aujourd'hui. Donc à partir de là, comment en désigner un ? Et je souhaite que nous en désignions un. Je pense que Christian Estrosi se trompe lourdement. En tous les cas, il joue un jeu qui n'est pas le mien. Donc il faut que nous désignions un candidat. Le seul moyen de le faire, c'est de donner la parole à ceux qui sont proches de nous. Proche de vous, c'est-à-dire une primaire fermée, réservée aux seuls militants ? Moi, je serais plutôt pour une primaire ouverte, mais on peut en discuter. En tout cas, ce problème d'incarnation, il ne joue pas en faveur des Républicains, qui ont fait de nombreux ateliers ce week-end sur de nombreux thèmes, de nombreuses propositions, et pourtant on ne parle que du futur candidat à la présidentielle. Est-ce que le fait d'avoir des difficultés à trouver ce candidat, ça parasite, ça vous rend moins audible sur le terrain des idées ? À l'évidence, mais c'est la logique de la Ve République. Voilà, tout découle du président de la République, et effectivement, quand il y a une panne de leadership, ce qui est vrai chez nous, mais ce qui est également vrai à gauche, et c'est la grande chance d'Emmanuel Macron, c'est qu'effectivement, aussi bien au Parti socialiste que chez les Républicains, il n'y a pas de leader naturel qui s'impose pour l'élection présidentielle. Et du coup, tout le reste est nettement moins audible, et c'est dommage, parce que sur tous les sujets qui préoccupent les Français, désigner un candidat, c'est bien, mais pour décliner quelle politique, c'est quand même ce que les Français voudraient certainement entendre. La politique des Républicains qui passait par la reconquête, la reconstruction par les territoires. Est-ce que le Premier ministre Jean Castex est en train de parasiter cette volonté de reconstruction par les territoires ? C'est lui qui emprunte ce chemin ? Écoutez, je n'en sais... non, pas trop comment répondre à votre question. Ce qu'on attend de Jean Castex et du gouvernement, c'est la grande réforme qui doit venir, qu'on nous annonce, mais qu'on n'a pas vraiment de détails aujourd'hui, sur les nouvelles relations entre l'État et les collectivités territoriales et enfin l'acte 3 de la décentralisation. Donc ça doit être effectivement un grand moment pour réformer ce pays, parce qu'on a besoin de réformer ce pays pour être plus efficace avec des moyens budgétaires qui effectivement aujourd'hui risquent de se réduire, vu notre niveau de dette et de déficit. Donc on attend cette grande réforme et il faut qu'elle soit discutée entre le gouvernement et les collectivités territoriales. Pour l'instant, c'est un peu le flou. Allez, on va passer à l'actualité du Sénat maintenant, Philippe Dallier. Ce rebondissement dans l'affaire Benalla, on en parle avec notre journaliste parlementaire Alex Poussard. Et bonjour Alex. Bonjour Oriane, bonjour Philippe Dallier. On est ravis de vous revoir Alex. Ravi également. Le parquet de Paris qui demande un procès en correctionnel contre Alexandre Benalla dans l'affaire de ses passeports diplomatiques. Qu'est-ce qu'il lui est reproché exactement ? Eh bien, Oriane, le procureur de la République reproche à l'ancien chargé de mission de l'Élysée d'avoir produit d'abord un faux document administratif et de l'avoir utilisé pour se faire délivrer un passeport par le ministère de l'Intérieur. Il lui est ensuite reproché d'avoir utilisé ces passeports diplomatiques après son départ de l'Élysée, notamment pour des voyages d'affaires en Afrique et en Israël. Ces passeports diplomatiques, il en avait été question lors des auditions de la commission d'enquête du Sénat sur l'affaire Benalla. Et regardez ce que répondait Alexandre Benalla lors de sa
première audition à la question « Qu'avez-vous fait de vos passeports diplomatiques ?» Est-ce qu'ils ont été rendus? Ils sont au bureau que j'occupais à l'Élysée, donc je pense que l'Élysée a dû s'en occuper. Voilà, il les aurait laissés à son ancien bureau à l'Élysée. Une version démentie quelques mois plus tard par Patrick Stroda, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Écoutez-le. Les mesures qui ont été prises et que je viens de vous détailler, et pour lesquelles il existe des notes de service, des courriers qui sont à votre disposition, me permettent d'affirmer que les passeports n'étaient pas à l'Élysée. Nous savons aujourd'hui que M. Benalla a utilisé presque une vingtaine de fois ces passeports entre le 1er août 2018 et le 31 décembre. Et après ces déclarations et après les révélations de la presse, Alexandre Benalla est à l'époque sommé de s'expliquer une seconde fois devant la commission d'enquête du Sénat en janvier 2019. Et là, il reconnaît les faits. Il a bien utilisé ses passeports diplomatiques après son départ de l'Élysée, notamment au début du mois d'août, avant de les restituer à la présidence de la République et avant de les reprendre. Écoutez-le. Je les ai restitués dans le courant du mois d'août 2018, sans être précis sur les dates pour l'instant, parce qu'une information judiciaire est en cours et elle viendra confirmer mon propos. Et ces passeports m'ont été rendus à nouveau, alors que j'avais été contacté par un membre de l'Élysée, un personnel salarié de l'Élysée, début octobre 2018. Ils m'ont été restitués, comme je vous le disais tout à l'heure, avec un certain nombre d'éléments personnels, un chéquier, une paire de clés, dans des conditions qui sont celles qu'elles ont été. Je tiens juste à vous dire que j'ai constaté que ces passeports, et on m'a fait savoir que ces passeports n'étaient pas désactivés. Sinon, je n'aurais pas voyagé avec ces passeports. Et je reconnais là une faute de ma part, un manque de discernement peut-être, une erreur sans doute. Je l'ai reconnue devant la justice et je la reconnais devant vous. Et dans cette affaire des passeports, il revient désormais au juge d'instruction chargé du dossier de renvoyer ou non Alexandre Benalla devant le tribunal correctionnel. On rappelle que l'ancien chargé de mission de l'Élysée est également mis en examen pour les violences commises en marge du défilé du 1er mai 2018, également pour son selfie qu'il avait pris avec une arme pendant la campagne présidentielle 2017. Merci beaucoup Alex. On vous retrouve très très vite pour la revue de presse de Philippe Dallier. D'abord un mot sur cette affaire Benalla. Qu'est-ce que vous attendez des suites judiciaires de cette affaire, Philippe Dallier? Qu'on aille au bout. On a là un personnage qui s'était affranchi de toutes les règles. D'ailleurs, quand il nous explique à l'époque l'Élysée lui rend ses passeports en lui précisant qu'ils n'ont pas été désactivés, c'est surréaliste. Il n'a jamais été diplomate, il ne devait pas bénéficier de passeport diplomatique. Et après l'affaire, on lui rend les passeports en lui disant qu'ils sont toujours utilisables. Et après, on se plaint qu'il les ait utilisés. Tout ça démontre encore une fois combien le flou existait à l'Élysée autour des agissements de ce personnage. L'autre actualité au Sénat, ce sont bien sûr les sénatoriales. 20 jours maintenant du scrutin. La droite est majoritaire au Sénat. Est-ce que vous êtes confiant ou est-ce que quand même votre groupe, les Républicains, peut perdre des sièges? La droite et le centre resteront majoritaires au Sénat. Je pense que ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Maintenant, à quelques unités près, le nombre de participants au groupe Les Républicains peut bouger, comme au groupe socialiste ou au groupe centriste. Vous savez, les sénatoriales, c'est quand même une élection un peu particulière. Le facteur étiquette politique joue, mais beaucoup moins que le facteur personnel de nos candidats. Mais il est certain que quand on a perdu ou Bordeaux ou Marseille, il y aura un impact sur le nombre de sénateurs des Républicains. Mais l'impact sera, à mon avis, très faible. Allez, on va regarder ensemble votre revue de presse maintenant, Philippe Dallier, avec Alex Poussard qui revient. Et Alex, on commence avec le Parisien.fr. Et oui, dans le département de la Seine-Saint-Denis, les cas de Covid-19 s'enchaînent et les écoles sont obligées de fermer certaines classes. C'est le cas désormais dans des classes d'une école à Livry-Gargan, également au collège d'Aulnay-sous-Bois. Et puis à Villepinte, c'est tout le lycée Jean Rostand, qui doit fermer ses portes à partir d'aujourd'hui, car un personnel du lycée a été testé positif. Les parents ont été prévenus ce week-end et la continuité pédagogique doit être assurée. On reste avec le site du Parisien, avec le journal Le Parisien même, car il y a des classes qui ferment dans le département de Seine-Saint-Denis, mais il y a également des élèves qui ne reviennent pas en classe. Où sont passés les 4000 enfants qui manquent à l'appel dans les classes du département de Seine-Saint-Denis? L'éducation nationale cherche à comprendre. Et pour le recteur de l'académie de Créteil, cela s'explique par le confinement qui a, je cite, désappris l'école à certaines familles. Mais si on écoute la députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, c'est la faute du gouvernement à
cause du déconfinement et du retour à l'école facultatif au début du déconfinement qui a, je cite, renforcé la défiance envers l'institution scolaire. On finit avec une actu sur le site Actu Seine-Saint-Denis, une actu qui concerne la ville de Saint-Denis qui déclare la guerre aux ventes à l'étalage de vêtements. À partir d'aujourd'hui, ces ventes qui font un peu partie du paysage de la ville dionysienne seront réprimées, durement réprimées avec une amende de 1 500 € pour les vendeurs. Seule la vente à l'étalage de produits alimentaires est autorisée. Merci beaucoup Alex, on vous retrouve tout à l'heure dans cette émission. Un mot sur ces près de 4000 écoliers qui manquent à l'appel en Seine-Saint-Denis, Philippe Dallier. Écoutez, c'était le risque de cette crise du Covid et de cette longue période pendant laquelle beaucoup de gamins, ou la totalité des gamins ne sont pas allés à l'école. Il y avait effectivement le risque d'un décrochage très important. Il semble que les choses se confirment. Il y a à peu près 200 000 jeunes qui sont scolarisés en Seine-Saint-Denis, donc 4 000 qui ne sont pas rentrés au mois de septembre. 2%, c'est un chiffre beaucoup plus important en proportion que ce qu'on pouvait connaître. Parce qu'il y a toujours dans le département de Seine-Saint-Denis un décalage entre le nombre de gamins qu'on trouve à la Toussaint et ceux qui sont là à la rentrée. Bon, c'est comme ça, mais là, le décalage est beaucoup plus important et il est à craindre, effectivement, qu'un certain nombre de parents n'aient pas retrouvé le chemin de l'école avec leurs enfants. Et c'est préoccupant, comme dit Clémentine Autain, ou pas du tout ? C'est toujours la faute de quelqu'un. Je pense que ça tient d'abord à la composition sociologique de ce département, avec beaucoup de familles qui sont en difficulté et pour lesquelles le chemin de l'école n'est pas tout à fait aussi naturel que pour beaucoup d'autres. Plus largement, au-delà de l'école, est-ce que la situation sanitaire en Seine-Saint-Denis vous inquiète ? Est-ce que votre département est prêt à faire face à cette deuxième vague qui se profile ? Je l'espère. La crise a encore démontré combien ce département était sous-doté. Moins de 100 lits de réanimation en Seine-Saint-Denis quand il y en a 180 dans les Hauts-de-Seine, alors qu'il y a plus de population en Seine-Saint-Denis que dans les Hauts-de-Seine. Moi, je ne comprends pas pourquoi la situation est celle-là. Ça a été très difficile pendant les mois d'avril et de mai au printemps dernier. J'espère que nous ne retrouverons pas une situation comme celle-là. Un mot avant de se quitter sur une disparition d'une figure de la droite. C'est Antoine Rufenacht, l'ancien maire du Havre. Quelle est votre réaction à cette disparition ? De la tristesse. Antoine Rufenacht, c'était un grand bonhomme, si vous me permettez l'expression, et puis un compagnon de Jacques Chirac. Voilà, donc une pensée émue pour lui et sa famille. Et puis l'autre question d'actualité avant de se quitter, c'est la mort de ces 2 soldats français au Mali ce week-end. Est-ce qu'il faut un débat parlementaire sur l'engagement de nos troupes dans cette région ? C'est ce que demande notamment la France Insoumise. On peut avoir un débat parlementaire, mais ce dont il faut se souvenir, c'est que le travail que fait la France là-bas est un travail absolument nécessaire, au risque et péril, effectivement, de la vie de nos soldats qui sont engagés. En Europe, personne d'autre ne veut, effectivement, participer à cette lutte contre le terrorisme. Si jamais nous les abandonnions, ces États, le Mali et d'autres, les répercussions sur l'Europe ne tarderaient pas à se faire sentir. Donc la France fait le boulot. Nos soldats mettent leur vie en péril. Il faut les saluer. Merci beaucoup. Merci Philippe Dallier d'avoir été le premier invité de cette nouvelle saison. Dans 2 minutes, on accueille Laurent Pietraszewski, le secrétaire d'État chargé des retraites et de la santé au travail. Avant de l'entendre, on va regarder un événement qui avait lieu au Sénat vendredi. C'était vendredi soir, un concert de soutien au Liban. Pierre-Henri Holderbaum y était, on regarde. Beyrouth ne meurt pas. Voici le titre spécialement composé par le pianiste franco-libanais Omar Harfouch pour le concert organisé par le Sénat. Un mois après l'explosion de Beyrouth, jour pour jour, pour dire que la culture est toujours là. J'ai eu le sentiment que c'est la culture qui a été touchée cette fois-ci, puisque les musées ont été détruits, les écoles, les ateliers d'artistes, les ateliers de créateurs de mode. C'est la première fois, malgré toutes les guerres qu'il y a eu au Liban, la culture a toujours été debout, pas cette fois-ci. Un concert exceptionnel puisque cela fait plus d'une dizaine d'années qu'il n'y a pas eu ce genre d'événement au sein du Palais du Luxembourg. C'était mon idée pour soutenir le Liban en reconstruction. Et en fait, j'avais commencé en disant on va mettre un piano devant chez Noura. Bon, place de Beyrouth, ça avait du sens. Et le pianiste a dit non, mais on va peut-être essayer au Sénat. Moi, j'ai dit au Sénat, c'est pas possible. Et puis finalement, ce qui n'est pas possible devient possible. Et vraiment, l'équipe du président Larcher a été formidable. Pour aider à la reconstruction du Liban, Emmanuel Macron s'y est rendu à 2 reprises depuis l'explosion du 4 août dernier. La France, ami et principal pays qui se mobilise pour remettre en état l'économie et la politique du pays. Il y a un soutien important à manifester au peuple libanais qui, lui, est durement touché sans pour autant avoir les moyens d'action puisqu'il n'est pas directement aux commandes de l'État. Si tous les responsables, y compris les responsables politiques libanais,
prennent leurs responsabilités. Je crois que le Liban a toutes les capacités du rebond, de la refondation. C'est un peuple souverain, certes, mais c'est un peuple libre, fier. C'est un peuple que la France ne laissera jamais tomber. Plusieurs actions se sont montées à travers l'Hexagone pour venir en aide au Liban, comme la Fondation de France, qui a récolté plus de 2 millions d'euros. Et notre invité politique ce matin, c'est Laurent Pietraszewski. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, secrétaire d'État chargé des retraites et de la santé au travail. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Pascal Jalabert du groupe EBRA. Bonjour Pascal. Merci beaucoup d'être avec nous. Le groupe EBRA, les journaux régionaux de l'Est de la France, on le rappelle. Et on commence par cette décision du Conseil d'État, Laurent Pietraszewski, sur le port du masque à Lyon et à Strasbourg, qui sera finalement autorisé. Le Conseil d'État qui valide les arrêtés préfectoraux avec néanmoins quelques restrictions, notamment sur le périmètre dans les zones moins denses. Est-ce que c'est le soulagement au gouvernement ? Le Conseil d'État a reconnu qu'il fallait avoir une règle simple, compréhensible, et c'est la volonté du gouvernement d'essayer d'avoir une règle simple que tous nos concitoyens puissent comprendre lorsqu'ils sont dans la rue, s'ils doivent ou pas mettre le masque. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, nous avions, notamment au niveau de Paris, des zones où nous mettions le masque et des zones où nous ne le mettions pas, et cela entraînait de l'incompréhension parfois chez nos concitoyens. L'objet des arrêtés qui ont été discutés, c'est d'avoir justement une seule règle, que ce soit à Strasbourg, à Lyon, à Villeurbanne, des règles qui sont simples, compréhensibles. Eh bien, le Conseil d'État a réaffirmé que cette règle simple et compréhensible de port général du masque dans une zone à forte densité de population était une règle qui était tout à fait cohérente avec nos principes de droit. Il a simplement pointé qu'il fallait être attentif, notamment lorsqu'il y avait des zones à faible densité, et c'est là qu'il y aura des ajustements, puisque nous sommes dans un état de droit. Les préfets, évidemment, respecteront la décision du Conseil d'État. Avec une épidémie qui repart en France, est-ce qu'il y a une inquiétude au gouvernement de ne plus maîtriser la situation épidémique ? Il y a une vigilance. Il y a une vigilance forte. Cette vigilance, elle existe depuis le début de la crise sanitaire. Mais vous le savez, j'ai travaillé aux côtés d'Olivier Véran pendant de nombreux mois avant d'être aux côtés d'Elisabeth Borne. Mais sur le fond, ce dossier de la santé au travail, il est très imbriqué dans la santé en général. Car sur le fond, la santé dans nos entreprises, dans les administrations aussi, dans les associations, eh bien, c'est un maillon de l'ensemble de la chaîne de la santé qui est piloté par aussi le ministère. On va parler juste, Pascal, on va parler de la santé au travail avec vous dans quelques instants, mais au-delà de la santé au travail, on voit qu'il faut du temps pour faire des tests, qu'il faut du temps pour avoir les résultats. Est-ce que le gouvernement est en train d'échouer dans sa lutte contre cette épidémie ? Le gouvernement est en train de réussir dans l'objectif que nous avions, c'est d'être sur 1 million de tests par semaine. La question qui est posée, c'est celle des délais. Vous voyez bien que d'ailleurs c'est un peu différent d'ailleurs selon la zone où vous êtes pour les délais. Vous avez des zones où ça va relativement vite, c'est-à-dire vous avez des rendez-vous dans la journée ou dans les 48 heures pour le prélèvement, et d'autres où c'est plus long, ça peut être 3 jours, tout simplement. Et qui sont les zones rouges, celles où on a le plus besoin d'une rapidité de ces tests et de ces résultats. C'est surtout les zones où il y a une forte densité de population. Et vous avez raison, il y a un lien entre les deux, on vient de le dire juste avant. Donc il y a toujours une nécessité à la fois de mieux coordonner cette politique en matière de tests, mais aussi de se dire que c'est bien que nos concitoyens puissent avoir accès à ces tests, et c'est le cas aujourd'hui, sans prescription médicale, parce que ça permet aussi de répondre à des attentes réelles, des inquiétudes qui s'expriment chez le concitoyen. On va parler de la santé au travail, Pascal. Oui, comment suivez-vous les clusters, s'il y en a dans les entreprises, et comment les entreprises vous font remonter les informations, et craignez-vous qu'elles vous les fassent pas toutes remonter ? Bon, je ne crains pas que les entreprises ne nous fassent pas remonter les informations. D'abord parce que, vous savez, aujourd'hui, nous avons un système qui fonctionne bien de contact tracing, où c'est essentiellement les caisses d'assurance maladie qui sont à l'origine de cette information. Donc, quel est mon rôle ? Quel est le rôle du ministère auquel j'appartiens ? Eh bien, c'est de coordonner les informations qui nous remontent, notamment par la branche, si vous voulez, santé, la caisse d'assurance maladie, Santé publique France, et de le croiser avec les actions que nous avons
sur le terrain, notamment par la directe, par l'inspection du travail et tout le travail qu'il y a avec les ARS, les agences régionales de santé. Eh bien, c'est là-dessus que nous sommes depuis plus de 15 jours. Nous avons mis en place des coordinations, des conventions qui permettent aux directs et aux ARS de travailler ensemble en proximité. Des entreprises ont-elles fermé? Y a-t-il des entreprises qui ont dû fermer parce qu'il y avait 3, 4, 5, 10 cas de Covid-19? Vous le savez, il y a eu notamment, j'y étais dans le Loiret la semaine dernière, une décision de fermeture administrative pour un abattoir pendant quelques jours, de manière à permettre à cette entreprise de se mettre au clair sur les process, sur les règles à mettre en œuvre en matière de protection sanitaire, et aussi permettre à l'ARS qui était venue en soutien de faire des dépistages massifs. Il y a eu des cas tout à fait exceptionnels de fermeture administrative. Mais aujourd'hui, nous sommes, et c'est bien pour ça que nous avons pris cette décision de port généralisé du masque en entreprise dans les lieux clos partagés, nous sommes avec un niveau de protection aujourd'hui dans l'entreprise qui est de très, très haut niveau. Quelle est la règle d'ailleurs dans les entreprises? Jean-Michel Blanquer dit qu'au-delà de 3 cas dans une école, on ferme l'école. Est-ce qu'il y a une règle précise pour les entreprises? Alors, cette règle des 3 cas, en fait, c'est une règle commune. C'est celle qui consiste à dire, au-delà de 3 cas, nous considérons que c'est un foyer, un cluster, si vous voulez. Voilà. Donc, Jean-Michel Blanquer identifie cela dans le cadre des écoles. Dans le cadre des entreprises, nous n'avons pas tout à fait la même densité de population, les mêmes organisations. Donc, ce qu'il est important de comprendre, c'est que les entreprises, les employeurs ont cette obligation de sécurité vis-à-vis de leurs salariés. C'est pour ça qu'elles fournissent des masques, c'est pour ça qu'elles doivent organiser la distance, organiser les parcours, les circuits dans l'entreprise. S'il y a des situations qui sont tout à fait exceptionnelles et qu'il est nécessaire à un moment donné de prendre une décision administrative, vous savez... Mais il n'y a pas de jauge dans les entreprises. Nous ne serons pas dans le questionnement à ce moment-là. Nous serons, comme nous le sommes aujourd'hui, dans l'action. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la situation. Il n'y a pas de jauge précise pour une entreprise qui obligerait une entreprise à fermer. Quand vous entendez la jauge, vous voulez dire le nombre de cas. Non, il n'y a pas de règle automatique telle que vous le décriviez en disant au-delà de 3 cas, je suis dans une situation de fermeture. Ça n'existe pas comme ça. Vous le disiez, un protocole sanitaire a été mis en place par le gouvernement avec notamment cette obligation de porter les masques au travail depuis mardi dernier. Quel premier bilan, quasiment une semaine après, quel premier bilan vous tirez de ce protocole sanitaire? C'est d'abord un protocole qui fonctionne parce qu'il répond aux attentes des uns et des autres, aux attentes des employeurs, je l'ai dit tout à l'heure. Vous savez, moi je constate depuis le début de cette crise sanitaire que les employeurs sont extrêmement responsables, extrêmement soucieux et conscients de leur obligation de protéger la santé de leurs salariés. Et c'est un point qu'on perçoit au quotidien quand on est dans l'entreprise. Vous savez, moi, je ne fais pas cette mission politique depuis très longtemps. J'étais 25 ans dans le privé avant et 4 ans contractuel de la fonction publique. On voit bien que les employeurs veulent protéger leurs salariés. Et on voit aussi que les salariés, ils ont à cœur d'être acteurs de cette santé. Vous savez, je crois que pour nous tous, lorsque nous sommes dans un endroit clos, partagé, que nous travaillons, eh bien, si nous avons un collègue, et ça peut être vrai aussi dans mon activité aujourd'hui, eh bien, qui peut-être n'a pas pensé à rentrer avec son masque dans la salle où nous étions tout seuls jusqu'à maintenant, on est capable de lui dire, on est capable de se parler, et ça se fait naturellement. Donc oui, les premiers retours que nous avons déjà eu plusieurs centaines de contrôles sur le terrain par l'inspection du travail la semaine dernière. Nous continuerons, nous accentuerons ces conseils, absolument, et ces contrôles, parce qu'il y a d'abord une activité de conseil. Plusieurs centaines de contrôles, vous nous dites, qui ont donné quoi? Eh bien, nous avons pu constater qu'il y avait une grande, je vous l'ai dit tout à l'heure, un grand respect de ce protocole, parce qu'en plus, ça passe, si vous voulez, par le dialogue social. Le dialogue social de proximité, c'est ce qu'on appelle, vous savez, ce CSE, ce comité social, économique. Eh bien, c'est l'instance où on discute. Dans l'entreprise, on retrouve l'employeur, les salariés, leurs représentants. Eh bien, en fait, ça fonctionne bien, ce truc-là. On se retrouve, on a l'habitude de discuter ensemble. Et sur le sujet, un sujet aussi important que la santé, eh bien, c'est fluide entre les uns et les autres. Alors, pour le moment, ça a l'air de bien se passer. Ce que vous nous dites, est-ce que ces contrôles pourront être suivis de sanctions, et lesquelles? Bien sûr qu'ils pourront être suivis de sanctions. Mais vous savez, il y a toujours plusieurs phases. D'abord, vous savez, on connaît cette maxime, la confiance n'exclut pas le contrôle. Eh bien, l'inspection du travail est là pour cela. Mais vous savez, moi, je crois, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai passé un peu de temps, je crois d'abord à l'explication
entre adultes, à l'échange, au vu des responsabilités, à la mise en responsabilité. Maintenant, lorsque ça ne suffit pas, disons les choses, si nous avons des situations comme cela, d'ailleurs, a déjà été le cas pendant la crise sanitaire, eh bien, nous aurons des actions fortes. Vous savez, ça passe par des observations. Les inspecteurs du travail font des courriers d'observation. Et puis, s'il y a nécessité de faire des mises en œuvre, ils le font aussi. À partir de quand vous passez à la phase sanction ? Eh bien, nous sommes déjà dans cette situation aujourd'hui. Vous savez, notre bienveillance de la semaine écoulée, elle portait sur les ajustements. Voilà. Car le but, c'était surtout pas de mettre en difficulté les uns ou les autres, parce que tout le monde veut réussir cette protection de la santé. Maintenant, s'il y a des manquements, et dès la semaine dernière, s'il y avait des manquements flagrants, nous étions en situation de demander à ce que cela soit réparé et ajusté. Nous continuerons dans les jours qui viennent, bien sûr. Est-ce que juste le protocole sanitaire qui a été mis en place est amené à se durcir en fonction de l'évolution de l'épidémie ? Il est évolutif. Vous l'avez vu, c'est un protocole général. Je travaillais déjà dessus au mois de mai. La première mouture, elle date du 3 mai. Il a déjà évolué. Il a évolué fin juin. Il y a une mouture du 24 juin, puis ensuite début août. Il a encore évolué au regard des informations que nous avons sur le virus et sur la situation de l'épidémie dans notre pays. Donc, à votre question, est-ce que ce protocole peut évoluer ? Oui, il peut évoluer au regard de la situation sanitaire, de notre connaissance du virus. Un mot sur la quatorzaine qui était préconisée jusqu'à maintenant. Est-ce que le gouvernement va réduire ce délai de quatorzaine ? C'est un sujet de réflexion qui est à l'instruction. Olivier Véran est à la manœuvre sur le sujet avec ses équipes au ministère des Solidarités et de la Santé. Vous avez entendu un certain nombre d'épidémiologistes expliquer que, en fait, au-delà de 10 jours, il y avait vraiment très très peu de possibilités de contamination. Tout cela doit être instruit de façon extrêmement précise, et ça sera le cas avant qu'une décision soit prise. Dernier mot sur ce sujet, et ces parents qui s'inquiètent d'une éventuelle fermeture des classes de leurs enfants, est-ce qu'il y a des conséquences pour leur travail ? Est-ce que le gouvernement réfléchit à un congé spécifique pour ces parents qui seraient obligés de garder leurs enfants qui ne peuvent plus aller à l'école ? Bon, il y avait des dispositions qui existaient dans l'ancienne période que nous avons vécue en matière de déconfinement. S'il y a besoin de porter une attention particulière sur ces sujets-là, bien sûr que le gouvernement le fera. Nous sommes quand même dans des situations qui sont relativement modestes en matière de nombre aujourd'hui. Eh bien, nous serons toujours attentifs à une éventuelle évolution. Je l'ai dit tout à l'heure pour le protocole. C'est vrai pour le quotidien de la vie de nos concitoyens. Allez, on va passer au plan de relance et notamment la question des emplois, Pascal. Oui, donc 800 000 emplois qui vont disparaître, nous annonce l'INSEE avant la fin de l'année. 160 000 créations, tente Jean Castex, c'est du moins le pari qu'il fait. Comment fait-on pour éviter un chômage de masse et surtout pour accueillir les 700 000 jeunes qui sont en train d'arriver sur le marché du travail ? Bon. En quelques secondes, vous avez déjà tracé le portrait de la situation difficile ça vous évite de le faire, qui pourrait nous attendre. Mais en même temps, c'est important que vous l'ayez fait parce que effectivement, il y a un risque que nous soyons devant la plus grosse crise économique et sociale de notre siècle. Et c'est pour ça que dès le début, le gouvernement a pris des mesures, notamment en matière d'activité partielle, pour protéger le revenu de nos concitoyens qui étaient confinés, pour continuer à le protéger par rapport à ceux qui travaillent dans des secteurs d'activité où il y a une sous-activité, où il n'y a pas nécessité de les faire rentrer au travail. C'est pour cela que nous avons pris ces mesures aussi vis-à-vis des entreprises, notamment, vous savez, le prêt garanti par l'État, les exonérations ou les reports de charges sociales. Tout cela a une visée très claire. C'est à la fois protéger nos entreprises et protéger nos travailleurs, parce que nous avons besoin de cette dynamique commune. C'est parce que, je l'ai dit tout à l'heure quand on a parlé de la santé au travail, c'est parce que je suis rassuré quand je vais au travail, parce que je sais que le port du masque, pour moi, comme pour mes collègues, est imposé dans un lieu clos partagé, que je peux aller travailler sereinement. Donc nous avons besoin, premièrement, de créer les conditions sanitaires d'une activité sereine. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui dans le cadre du protocole. Et c'est ce qui contribuera aussi à éviter d'avoir un certain nombre d'entreprises qui subissent des défaillances. Et s'il y a des défaillances, vous l'avez dit, eh bien, il y a des dispositifs d'accompagnement pour les entreprises, j'en ai parlé, mais aussi pour les salariés, puisque l'activité partielle de longue durée, c'est ce
grosso modo la recette allemande, ce qu'avaient réussi les Allemands en 2008-2010. Ce que nous n'avions pas réussi, c'était protéger nos emplois quand il y a une sous-activité. Plutôt que d'amener les entreprises à licencier, il faut leur permettre de maintenir leurs salariés. S'il n'y a personne dans les avions et dans les trains, Air France et la SNCF ne vont pas faire voler des avions avec des personnels à bord. Donc comment on fait si l'activité ne repart pas? Et puis aussi, comment fait-on pour sortir cette épargne? Il faut le rappeler, les Français ont épargné 100 milliards de plus que l'an dernier à la date où nous sommes. Donc comment on fait pour relancer cette activité et pour faire dépenser cette épargne? Bon, je crois vous avoir répondu, mais j'entends pas suffisamment sur les situations, notamment aéronautiques. Non, c'est un exemple. J'entends bien ce que c'est je veux global. dire. C'est qu'à un moment donné, dans une entreprise, l'activité partielle, c'est une réponse, mais pas une réponse qui peut durer pendant 2 ans ou 5 ans. C'est ça que vous vouliez dire. Voilà. Mais vous savez, l'aéronautique, c'est pour ça que je me permets de rebondir, c'est quand même un bon exemple, parce que il peut y avoir aussi des choix à un moment donné, des choix d'entreprise, mais aussi des choix des travailleurs, des salariés, de se réorienter dans des secteurs d'avenir. C'est d'ailleurs l'objet d'une grande partie des 15 milliards d'euros qui sont mis sur la table dans ce plan de relance spécifiquement dédié sur l'emploi. Il y a une grande partie de ces 15 milliards qui vont notamment au Fonds national pour l'emploi, qui doit permettre à nos concitoyens de se réorienter professionnellement. Parce que ça aussi, c'est une possibilité qu'il faut entendre lorsque nous sommes dans des secteurs où aujourd'hui nous voyons une contraction durable de l'activité. Eh bien, renforçons nos compétences en tant que salariés, en tant que travailleurs, sur d'autres secteurs où il y a des possibilités. Et c'est l'objet des actions qui sont mises en place, tant au niveau de Pôle emploi que de l'ensemble des partenaires qui travaillent sur le sujet de l'emploi et de la compétence. 100 milliards mis sur la table pour ce plan de relance, une dette et un déficit qui se creuse. Il va falloir rembourser à un moment, pas de hausse d'impôts. Durant ce quinquennat, a répété Jean Castex, est-ce que ce sont les retraités qui vont payer l'addition? Bien. Je pense qu'il faut regarder les choses sereinement. Il y a une réalité exceptionnelle. Exceptionnelle. La crise sanitaire, vous savez, tout à l'heure on parlait des 100 milliards du plan de relance, dont on rappelle que 40% sont issus aussi de l'Europe. Et c'est important de voir comment l'Europe là a un rôle de soutien aux économies nationales. Regardons les choses sereinement. C'est plus de 470 milliards qui, au total, ont été engagés sous différentes formes, de prêts, mais aussi d'aides directes. Tout à l'heure, je parlais de l'activité partielle de longue durée, mais vous savez, c'est pas anodin quand on est dans une famille modeste et qu'on a vu son allocation de rentrée scolaire augmenter de 100 € pour approcher les 500 € en fonction de l'âge de notre enfant. Il y a un certain nombre d'actions faites par le gouvernement pour à la fois protéger les entreprises, mais aussi créer cette dynamique de croissance de consommation. C'est pour répondre à votre deuxième partie de question tout à l'heure sur l'épargne. Mais qui va payer, Laurent? La réalité de ces sommes, eh bien, c'est qu'elles sont liées au budget de l'État, c'est-à-dire à nous tous. L'État, c'est nous tous. Eh bien, nous avons une consolidation. Vous avez vu notamment que les parlementaires ont décidé pour une partie de la dette sociale liée au Covid de le transférer au niveau de la CADES, de manière à ce qu'il y ait un étalement du paiement de cette dette. Et puis, évidemment, nous avons ce plan que nous avons évoqué de 100 milliards, donc 40 milliards qui nous viennent de l'Europe. Donc, qui va payer? C'est notre collectivité qui paye au final. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez, les retraités qui nous regardent ce matin, vous pouvez leur garantir qu'il n'y aura pas de baisse de leur pension d'ici la fin du quinquennat? Mais si la question, c'est de baisser les pensions, nous avons déjà échangé, je crois, je me demande si ce n'était pas dans le studio, avec vous sur ce sujet-là. Nous avons déjà demandé des efforts contributifs aux retraités. Nous avons entendu, vous l'avez vu d'ailleurs, que cet effort devait être modulé en fonction du niveau de pension. Lorsque nous sommes au-delà de 2 000 € de pension, je crois que la situation était claire. On pouvait demander un effort. Lorsque nous étions en dessous, ce n'était pas le cas. Ce n'est pas aujourd'hui la décision qui a été prise par le gouvernement. Donc pas d'effort supplémentaire demandé aux retraités? Je vous réponds très tranquillement. Ce n'est pas la décision qui a été prise aujourd'hui par le gouvernement. Alors, question qui peut paraître saugrenue, mais quand même, si on dit demain, voilà, on anticipe la retraite de tant de milliers de Français, ça va libérer forcément des places sur le marché de l'emploi. Donc, est-ce bien le moment de prolonger la durée de cotisation et le fait de devoir travailler plus longtemps, alors qu'on a des tas de jeunes qui vont pousser à la porte dans les jours qui viennent?
Vous avez écouté, je vois avec intérêt l'explication du Premier ministre sur ce sujet dans une interview radio de la semaine dernière. Et je pense que vous avez eu raison, pardon pour la boutade, mais ce que je veux retenir là, c'est qu'effectivement le Premier ministre a notamment pointé la forme d'incohérence économique court terme qu'il pourrait y avoir à dire aux entreprises maintenez dans l'emploi des personnes qui sont arrivées au moment de prendre leur retraite et puis en même temps nous vous versons des primes pour accueillir ces 750 000 jeunes qui sortent du système de formation pour rentrer aujourd'hui sur le marché du travail. Donc c'est plus globalement la question du financement que vous posiez tout à l'heure, même si là on fait un focus sur les retraites. Ce sujet-là, il va être documenté notamment par les travaux du corps. Vous savez que le Conseil d'orientation des retraites, le Premier ministre a demandé à avoir un état des lieux, qu'on puisse notamment identifier ce qui est du domaine du déficit structurel de notre système de retraite qui existe, et aussi ce qui est du domaine du déficit conjoncturel, qui est lié à notamment une perte de recettes liée à la crise sanitaire. On peut regarder aujourd'hui des chiffres qui sont d'un déficit structurel autour de 4 milliards pour cette année, tel qu'il avait été prévu, et qui pourrait dépasser les 25 milliards dans un déficit plus conjoncturel lié à la crise sanitaire. Nous allons regarder ce que va nous rendre le corps, et nous pourrons, après le 8 octobre, être à même de faire des propositions. Vous savez, il y a un ça veut dire que juste la remise du rapport du Conseil d'orientation des retraites, c'est le 8 octobre ? Il y a une première séquence le 8 octobre, puisqu'ils ont des séquences dites plénières, le corps, où je siégeais encore il y a quelques mois, et puis ils ont aussi les séquences de travail qui rythment séquences plénières. Donc il y a une séquence plénière le 8 octobre, et ils ont aussi quelques jours... C'est là que vous attendez le rapport demandé par Jean Castex. En tous les cas, ça sera dans ces moments-là, oui. Est-ce que, du coup, puisque vous parlez de structurel, est-ce qu'une réforme structurelle des retraites va être nécessaire d'ici la fin du quinquennat pour rééquilibrer les comptes ? Donc on a dit deux choses. Il y a un aspect dit, on va prendre le terme comme ça, paramétrique, parce qu'il a souvent été utilisé, et puis le terme systémique, c'est-à-dire en fait une réforme en profondeur. Voilà, en profondeur. En profondeur, je vous sais, il faut regarder les choses aussi très tranquillement. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai donné quelques ordres d'idées quand même sur les écarts qu'il y avait dans l'équilibre budgétaire, qui est sur le fond un déséquilibre budgétaire pour les retraites au regard de ce que nous avons vécu dans la crise sanitaire. Nous aurons des éléments plus précis avec le corps, et nous serons à même d'échanger avec les partenaires sociaux sur les voies à choisir en la matière. C'est-à-dire que les discussions avec les partenaires sociaux vont reprendre dès le mois d'octobre ? Écoutez, après le rapport du corps, c'est ça ? En tous les cas, les discussions avec les partenaires sociaux, elles doivent avoir du sens. Donc il faut qu'elles soient étayées, il faut qu'il y ait des éléments concrets à partager. Donc quand nous aurons le rapport du corps, nous aurons déjà des éléments sur lesquels nous pourrons travailler avec eux. Mais vous savez, la réflexion qu'il y a, puisque votre question c'est paramétrique ou systémique, eh bien la question qu'il y a, c'est il faut que nous trouvions les moyens d'avoir durablement un système de retraite à l'équilibre. Je me suis beaucoup prononcé sur ce sujet, puisque j'ai défendu la notion qui, sur le fond, est bien comprise par nos concitoyens d'âge d'équilibre. Il y a un âge où le système est à l'équilibre, on le comprend bien, c'est l'âge où bien le volume des recettes, des cotisations équilibre celui des dépenses, les pensions. J'ai défendu ce dispositif-là. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous sommes tous concentrés sur la reprise, sur l'emploi. Vous m'avez interrogé beaucoup sur le plan de relance. Eh bien, c'est ça qui est prioritaire. Et le Premier ministre, je crois, l'a dit avec une phrase moi, que j'aime bien. On ne va pas mettre la poussière sous le tapis. Maintenant, il y a, je crois, un temps pour tout. Aujourd'hui, c'est de se concentrer fortement sur la relance de l'activité, sur la bonne santé de nos entreprises, sur la protection de nos travailleurs. Nous verrons en temps voulu quand il faudra avancer sur les retraites. En temps voulu, c'est quand ? C'est avant la fin de ce quinquennat quand même ? Mais je me suis aussi exprimé sur le sujet, mais vous le savez, le Président de la République et le Premier ministre se sont exprimés. Donc il n'y a pas de surprise. Quand je dis, je réaffirme que nous ferons cela avant la fin du quinquennat, c'est parce que... Mais c'est juste pour finir, qu'on soit clair, quelle réforme des retraites ? Quand Jean Castex dit la réforme des retraites sera poursuivie, c'est quelle réforme des retraites ? On se souvient que Emmanuel Macron, lors de sa campagne, avait envisagé cette réforme systémique parce qu'il n'y avait pas de problème d'équilibre du système. Aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Est-ce que la réforme telle qu'envisagée au début du quinquennat va pouvoir être faisable ? La réforme systémique, elle est d'autant plus utile,
la réforme de fond, elle est d'autant plus utile. On l'a bien vu là avec cette crise sanitaire. Vous savez, tous nos concitoyens qui sont ceux qu'on appelle en deuxième ligne, les livreurs, les hôtesses de caisse, les employés de la logistique. Qu'est-ce qu'on fait pour eux ils attendent. C'est eux qui sont les grands perdants du système actuel. Eh bien, c'est pour eux qu'il faut faire cette transformation. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est plus de justice et d'équité. Et si nous considérons que la retraite, sur le fond, est une forme de rémunération différée que nous percevons au moment où nous ne travaillons plus, eh bien, il faut aussi que pour tous ceux-là qui sont en première ligne ou en deuxième ligne, il y ait une restitution. Pour cette deuxième ligne, oui, puisqu'on parle de ces salariés de deuxième ligne qui n'ont pas eu, comme les soignants, comme les électriciens, comme d'autres, ils n'ont pas eu de prime, ils n'ont pas eu grand-chose pour le moment. Bon, certes, on voit bien que la réforme de retraite va en effet les avantager, mais immédiatement, on n'a pas vu dans le plan de relance des mesures pour soutenir leur pouvoir d'achat. Allez-vous leur proposer quelque chose et quoi? Je crois que je dois faire court. Juste vous dire que je ne suis pas d'accord avec vous sur la première partie. Sur les soignants, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec le Ségur mais c'est ce que j'ai dit. J'avais cru comprendre que vous pensiez que les soignants... Non, les soignants ont été soignés. Voilà. En revanche, je parlais de la deuxième ligne. Okay. C'est-à-dire, donc vous distinguez les soignants et les autres. Et les autres, les livreurs, ceux que vous avez cités. Je pense que c'est un des leviers, ce n'est pas le seul, mais c'est un des leviers qui doit nous pousser à transformer notre système de retraite, puisque c'est eux qui seront justement les gagnants. Ceux qui ont 35-40 ans, il va falloir patienter. Il y a eu un certain nombre de primes qui sont à la décision des entreprises, mais vous savez qu'on a notamment profondément bouleversé la structuration de la rémunération en donnant les possibilités aux entreprises de faire de l'intéressement et de la participation une clé de leur rémunération. Moi, je crois beaucoup au partage de la valeur ajoutée. Et partager la valeur ajoutée créée en entreprise, ça doit se faire en cohérence et en partage avec les salariés. Et merci beaucoup, Laurent Pietraszewski, d'avoir été avec nous. Vous viendrez nous reparler de cette réforme des retraites une fois le rapport du corps remis. Merci d'avoir été avec nous. Demain, votre place, ce sera votre collègue Brigitte Klinkert, ministre déléguée chargée de l'insertion. Merci Pascal. On passe tout de suite au Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Le Club des territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indes radios. Avec nous aujourd'hui, nous rejoignent Guillaume Doyen de la Gazette des communes, Pascal Tournier de La Vie et Frédéric Dabi de l'IFOP. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce premier rendez-vous de la saison. On parlera avec vous de la rentrée des Républicains parasités par les difficultés du parti à faire émerger un leader naturel. La rentrée du Rassemblement national, discours offensif hier de Marine Le Pen à Fréjus, axé sur la sécurité. Et puis on parlera des sénatoriales à 20 jours maintenant du scrutin. Quels sont les enjeux de l'élection? On sera également en duplex depuis Rouen avec Thierry Rabillet de Paris-Normandie qui nous parlera lui du retour d'Édouard Philippe qui lui a accordé une interview et puis du décès d'une figure normande, le mentor d'Édouard Philippe, Antoine Ruffnac. Mais d'abord, c'est l'heure de notre reportage en région. Toutes les semaines, nous allons à votre rencontre pour suivre l'actualité au plus près de chez vous. Et pour cette première semaine, direction la route du Tour. Événement sportif regardé par des millions de téléspectateurs à travers le monde. Mais le Tour de France, eh bien, ce n'est pas que du sport. C'est aussi un enjeu pour les collectivités. Regardez le programme de ce qui vous attend cette semaine avec Jonathan Dupriez. Ce n'était pas arrivé depuis 1999. Le Tour de France fait escale en Charente-Maritime. Et ici, pour le département, les enjeux sont colossaux. Les élus ainsi que les collectivités espèrent pendant 3 jours devenir le nombril du monde. Mais au vu du contexte, le Tour de France se tient avec 2 mois de retard, dans des conditions sanitaires très dégradées. On espère donc ici que la fête populaire aura bien lieu. Pour le premier reportage de notre série, nous irons sur 2 îles, l'île d'Oléron et l'île de Ré. Ces 2 îles seront le théâtre d'une étape inédite de 170 km reliant Château d'Oléron à Saint-Martin-de-Ré. Nous irons rencontrer les 2 maires, entre joie d'accueillir les cyclistes et inquiétude face au coronavirus. Jeudi, nous irons au cœur du dispositif mis en place par la Charente-Maritime. L'Assemblée des départements de France et ASO, l'organisateur du Tour de France, ont noué un partenariat institutionnel et technique. Les équipes du département sécurisent les routes, mais aussi font la promotion de la destination Charente-Maritime. Le temps d'une journée, nous serons avec les équipes du département de Charente-Maritime sur le terrain en immersion. Pour notre 3e et dernier reportage vendredi, nous serons ici à Châtelaillon-Plage. Nous dresserons un premier bilan du passage du Tour de France sur le tourisme.
Voilà, et Jonathan Dupriez sur la route du Tour. C'est donc à suivre tous les jours, cette semaine à cette heure-ci, dans notre émission. Et on va parler politique, droite dispersée qui tente d'afficher une unité et se faire entendre sur le terrain des idées. Mais ce n'est pas facile quand celui que beaucoup voyaient comme le candidat rêvé laisse entendre qu'il va renoncer. Béatrice Finzan et Marion Vigreux étaient présentes ce week-end lors de la rentrée des Républicains au Port-Marly. On regarde. C'était l'homme du week-end, traqué par les journalistes. On va essayer d'approcher là. On va essayer d'approcher. On va essayer de voilà. Vous n'êtes pas candidat, ça y est, vous êtes la Une du Figaro, c'est officiel. Mais aussi par les jeunes militants. Ira-t-il, n'ira-t-il pas? On ne parle pas encore de la présidentielle. Maintenant que le moment venu, celui que j'ai fixé, et je n'en bougerai pas, qui sera l'automne, m'amène à avoir ce devoir vis-à-vis de ma famille politique d'apporter une réponse, puisque cette question que vous posez, d'autres se la posent, je le ferai en temps et en heure, en responsabilité, avec la passion du pays, avec la passion de ma famille et avec la volonté de tout faire pour être un facteur d'union et pas de division. Donc je répondrai le moment venu à cette question. Je vous remercie de l'avoir posée et je suis naturellement sensible à vos accords. François Baroin se donne du temps, mais pour Bruno Retailleau, le temps est compté. Il faut un projet qui soit un projet global pour la droite française, un projet vraiment de droite qui puisse redresser la France. Il faut qu'on ait rapidement, d'ici la fin de l'année, une méthode de sélection. C'est aussi la position d'Alice, jeune militante parisienne, qui a soutenu Rachida Dati durant la campagne des municipales. La course est déjà lancée en même temps, 2022 ça arrive très très vite et là c'est vrai que le parti a dû se reconstruire et on a besoin d'avoir quelqu'un qui mène et même pour les Français, tous les Français sachent que voilà, la droite c'est représenté par telle personne. Pour d'autres, l'urgence n'est pas là, la priorité c'est bien le programme et non la bataille d'ego. Ce sont les idées qui mènent le monde. Moi j'en ai marre de voir ces vieux responsables politiques nous parler sans cesse de qui sera le candidat à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on a à proposer aux Français. Le moment est de travailler sur ce qui nous rassemble. Plus on travaille, plus on échange, plus on est mobilisé sur le projet, moins on se divise ensuite. Donc je veux vraiment qu'on reste mobilisé sur ça. C'est ça qui me semble essentiel. Axer les prochains mois sur la définition d'un programme donc, et sur la méthode de désignation d'un candidat. Quant à l'appel de Christian Estrosi à rallier Emmanuel Macron, les ténors de la droite sont unanimes, c'est non. Voilà un rentrée des Républicains ce week-end au Port-Marly, Pascal Tournier. Et c'est vrai qu'un homme a attiré tous les projecteurs, c'est François Baroin, que beaucoup rêvaient comme le candidat de son camp, qui semble vouloir renoncer, même s'il donnera sa réponse à l'automne. C'est un coup dur pour les Républicains, ce renoncement annoncé. Effectivement, c'est un coup dur. Mais enfin, en même temps, je trouve que sa décision n'est pas très surprenante de la part de François Baroin. Il n'a jamais été une personnalité qui a toujours voulu, se mettre en avant, gagner. Il a toujours été un peu velléitaire dans sa façon d'appréhender la politique. Donc je trouve ça pas très surprenant finalement de sa part qu'il renonce. Après, il est évident que ça faisait partie des figures qui pouvaient éventuellement faire consensus. Donc on retombe comme il y a quelques mois où la droite se retrouve prise dans ses divisions, dans l'incapacité même surtout d'avoir une offre politique claire et je dirais différente de celle de la République en marche, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui la République en marche, Emmanuel Macron mord sur les idées de la droite. Donc effectivement, c'est un peu retour, on va dire, je sais pas si c'est la case départ, mais enfin, en tout cas, dans une situation difficile. Et on va parler d'Emmanuel Macron et de l'espace et de l'impression qu'a la droite d'Emmanuel Macron avec vous, Frédéric. Mais un dernier mot sur François Baroin. François Baroin qui a été acclamé par les militants LR ce week-end au Port-Marly au cri de Baroin président. Il répond: oui, je suis président de l'AMF, l'Association des maires de France. Est-ce que ça peut expliquer ce possible renoncement de François Baroin? C'est son attachement à sa ville et finalement son attachement à cette fonction de maire. Alors moi je pense qu'il est attaché à sa ville énormément, à cette fonction de maire énormément. Il est très content d'être président de l'AMF, ça lui offre une visibilité nationale et à peu près constante. Mais cela dit, ça concerne personnellement l'individu, le choix de ne pas se lancer dans cette campagne présidentielle. Il l'a dit, il l'a souvent fait dire d'une manière ou d'une autre que finalement il ne voulait pas se sacrifier pour une présidentielle qui allait emporter comme ce type de campagne, à peu près tout sur son passage dans sa vie personnelle, quoi. Donc là, on est plutôt sur le fait d'un individu.
On le disait, Pascal parlait de cet espace des Républicains. Est-ce que le fait que les Républicains aient du mal à faire émerger un leader, eh bien, ça fait que les Républicains ne sont pas audibles sur le terrain des idées, Frédéric Dabier? On est toujours sur les conséquences de ce que j'avais appelé le 42 avril, c'est-à-dire le double 21 avril qu'ont connu le Parti socialiste et les Républicains, avec des cas différents. À gauche, il y a maintenant un espace à la gauche d'Emmanuel Macron qui se droitise, mais il n'y a pas d'incarnation. Chez les Républicains, il y a des personnalités de droite. On parlait de François Baroin. Il n'a quand même pas renoncé officiellement. On va pas. Il faut faire attention sur les propos l'article du Figaro qui est sans doute bien informé, mais il n'y a pas d'annonce. Et il a bien dit qu'il donnerait sa réponse à l'automne, après les sénatoriales. Attendons, mais c'est vrai que sur les Républicains, il y a un paradoxe apparent. D'un côté, les Français sont de plus en plus à droite. C'était une enquête IFOP d'hier où il y a 3 fois plus de Français qui se situent à droite que par rapport à la gauche. Mais ce qui est complètement nouveau, et ça date de 2017, c'est que les Républicains, à la différence de l'UMP d'hier ou du RPR d'avant-hier, n'ont plus le monopole de l'incarnation de cet espace concurrencé par Emmanuel Macron qui continue, c'est sa stratégie depuis 2017, en nommant Édouard Philippe, en menant des réformes que le peuple de droite rêvait que quelqu'un mène, qui prend cet espace chez les Républicains, ce qui fait que quand on interroge les Français sur qui incarne le mieux la droite aujourd'hui, le trio de tête, on ne compte aucune personnalité officiellement membre des Républicains, même si Nicolas Sarkozy arrive en tête. On va parler de cette incarnation dans un second temps, mais d'abord votre sondage, vous le disiez, sondage IFOP pour le journal du dimanche, sur Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui est donc à droite pour 42% des Français. Est-ce que c'est la preuve que l'espace des Républicains est restreint ? Oui, d'une part, c'est complètement inédit. N'oublions pas qu'Emmanuel Macron, son socle de premier tour, ce sont des électeurs de gauche, les électeurs de François Hollande 2012 pour une forte majorité. Au fur et à mesure, il s'est, si je puis dire, droitisé. Et ça restreint, ça prend l'espace aux Républicains qui sont de plus en plus, cet espace est de plus en plus étriqué. On a un Français sur 2 qui considère Emmanuel Macron comme incarnant la droite. Et on a même une part non négligeable, presque un sympathisant des Républicains sur 2. C'est particulièrement spectaculaire, et tout ça gêne les Républicains qui ne sont pas audibles, qui ont du mal à se démarquer, alors sauf sur quelques sujets, la délinquance, le régalien, la dette et les questions fiscales, mais pour l'instant, il est clair de constater que les Républicains peinent à exister dans le débat public. On est quand même loin de l'élection présidentielle, sans primaire. La campagne va commencer peut-être plus tard qu'en 2017, où elle avait commencé 2 ans et demi avant. Pour autant, il y a ce déficit à la fois d'espace et de candidats naturels. Alors, ça gêne les Républicains, Pascal Tourny, mais est-ce que c'est forcément une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron, ce sondage il représente la droite, Emmanuel Macron qui avait été élu avec beaucoup de votes gauche en 2017. Alors, c'est sûr que là, il est dans une situation où il est en train de perdre les voix qui lui avaient, effectivement, qui sont situées plus à gauche. Après, je suis d'accord avec Frédéric Dabi, on voit bien qu'il y a à gauche, il y a un espace politique, on voit bien qu'il y a des idées, un socle, c'est pas programmatique, enfin, en tout cas, des grandes tendances assez fortes autour de l'écologie, la justice sociale, mais il y a pas, c'est la même chose, il n'y a pas d'incarnation, enfin, il y a le risque pour cet espace-là, c'est la division, il n'y a pas de leader, on voit bien chez les écologistes, il n'y a pas de personnalité qui véritablement émerge, donc je dirais que pour le moment, Emmanuel Macron profite de cette division à gauche et aussi effectivement de ce manque d'incarnation à droite, donc certes, s'il a perdu une partie de son électorat de gauche, pour le moment, ce n'est pas encore un danger préjudiciable. Guillaume, c'est un président de droite qui s'est dévoilé au lendemain de son élection avec un Premier ministre de droite. Les ministres les plus importants étaient à droite. Il a mené une politique de droite et évidemment, il a achevé le LR en faisant ça. Donc, il ne va pas rejouer 5 ans après le coup en même temps. Ça ferait rire dans les chaumières. Donc maintenant, il doit clairement afficher sa posture droitière et il se bat sur une thématique sécuritaire. Il a Darmanin, qui est un ministre de l'Intérieur, qui joue volontiers les durs dans ce rôle-là, qui est un petit Sarkozy, si vous voulez. Donc effectivement, ça ne peut pas le desservir dans la mesure où il n'a pas vraiment d'autre choix que d'opter pour cette posture d'homme allant du centre droit à la droite, disons un peu raide, un peu dur, quoi.
Et donc Emmanuel Macron qui mise beaucoup sur la droite. Et cette déclaration de Christian Estrosi, c'était il y a une semaine maintenant, qui dit nous, on n'a pas de leader naturel. Il faut finalement qu'on se rassemble autour d'Emmanuel Macron. Et hier, toujours dans le journal du dimanche, vous avez fait un sondage là-dessus, Frédéric, et les Français sont opposés à ce que la droite soutienne Emmanuel Macron. Oui, 65% d'entre eux considèrent que la droite doit avoir un candidat, mais on n'est pas sur une logique électorale. Regardons la part de Français, 35%, y compris l'électorat de droite âgé, y compris 4 électeurs de François Fillon sur 10 de la présidentielle, qui considèrent que oui, compte tenu des difficultés de la droite, elle doit se ranger derrière Emmanuel Macron. Donc Christian Estrosi a fait une proposition d'un côté transgressive. Imaginez la droite qui a entre guillemets fondé avec des gros guillemets la 5e République via le général de Gaulle, même s'il n'était ni de gauche ni de droite, qui a été présente dans tous les scrutins, parfois avec plusieurs candidats, 100 candidats, c'est absolument transgressif. De l'autre côté, la proposition de Christian Estrosi, on vient d'en parler, correspond à un état de fait, correspond à ces difficultés qu'ont aujourd'hui les Républicains à exister dans le champ politique, même si, n'oublions pas, ils viennent de remporter les élections municipales, mais l'élection présidentielle, ça reste autre chose. Et aujourd'hui, sans candidat naturel, avec un espace complètement phagocyté par Emmanuel Macron et son Premier ministre actuel, Jean Castex, après Édouard Philippe, ça reste très compliqué. Il reste isolé, Christian Estrosi, chez les Républicains, ou est-ce que ce qu'il a dit mardi dernier, ça peut entraîner d'autres ralliements à Emmanuel Macron ? Écoutez, on verra par la suite. Vous savez, parfois, c'est le jeu des ambitions. Donc, quand on voit qu'une personnalité peut être plus amène d'emporter la victoire, dans ces cas-là, il peut y avoir certains qui franchissent le Rubicon. On l'a vu aussi déjà dans le cadre du gouvernement d'Emmanuel Macron. Effectivement, on voit des personnalités de droite, quelques Gérald Darmanin, Bruno Le Maire. Donc, la suite le dira. Ce qui est sûr, moi, je rejoins un peu ce que dit Frédéric, c'est que 35%, en fait, c'est beaucoup, en fait. Et je reviendrai juste sur les municipales. Je pense qu'aujourd'hui, plus ça va, plus il y a une décorrélation entre les scrutins locaux, donc les municipales et la présidentielle. Donc même si les Républicains ont vraiment remporté beaucoup de mairies, ça n'augure pas de la suite dans des rapports de force. Je crois que c'est une donnée aujourd'hui de plus en plus structurante de la vie politique française. Guillaume Doyen, les Républicains qui sont sortis majoritaires des municipales, ça va rester des victoires locales ? Oui, je pense qu'il y a c'est plus aligné les élections nationales et les élections locales. C'est un fait qu'on voyait venir petit à petit, mais qui s'est vraiment affirmé là. On peut avoir encore des partis qui gouvernent des villes importantes, mais qui ne peuvent plus, ou des régions, mais qui ne peuvent plus aspirer à un destin, à pousser en tout cas des destins nationaux. On pense qu'à la présidentielle en réalité. Il n'y a plus que ça maintenant. Allez, on va continuer à parler de la droite et d'un homme, Édouard Philippe, que beaucoup veulent à droite. Comme tous les jours, on va se rendre dans une rédaction locale, direction Rouen. On va retrouver nos partenaires de la presse quotidienne régionale. Et on est ravis de revoir Thierry Rabillet. Bonjour Thierry, merci beaucoup d'être avec nous, rédacteur en chef de Paris Normandie. À la une de Paris Normandie aujourd'hui, une figure de la droite, une figure normande, c'est Antoine Rufenacht. Oui, d'ailleurs, vous avez bien qualifié Antoine Rufenacht, un homme de droite. Il est resté un homme de droite jusqu'à ces derniers jours. Il est décédé à l'âge de 81 ans. Et si on a pu imaginer qu'il y avait un petit peu de brouille entre lui et Édouard Philippe ces 3 dernières années, c'est lié justement au choix d'Édouard Philippe de rejoindre Emmanuel Macron. C'est un choix qui n'avait pas vraiment plu à Antoine Rufenacht en 2017. Il avait considéré qu'Édouard Philippe s'était jeté un petit peu trop vite dans les bras d'Emmanuel Macron, car pour lui, Édouard Philippe incarne la suite de la droite au Havre. C'était quand même son élève, son disciple. Il faut se souvenir qu'Antoine Rufenacht, on raconte un petit peu sa vie, son œuvre, ses grandes actions à la ville du Havre. Il a connu 3 échecs face au Parti communiste avant de décrocher le fauteuil de maire du Havre en 1995. Et pour lui, ses valeurs de droite étaient vraiment fortement ancrées. Et jusqu'à la fin, il est resté un homme de droite. Il ne s'est pas laissé séduire par le nouvel homme, le nouveau monde incarné par Emmanuel Macron. Voilà, et de longues pages consacrées à Antoine Rufenacht dans votre édition du jour de Paris Normandie. L'ancien maire du Havre, Antoine Rufenacht, un destin havrais. C'est à la une de votre journal. Antoine Rufenacht qui était le mentor d'Édouard Philippe. Et justement, Édouard Philippe, il fait son retour dans les médias et c'est dans votre journal. Thierry Rabillet, il vous a accordé une interview samedi.
Une interview très havraise où à chaque fois qu'il a pu, il a esquivé nos questions sur sa rentrée politique nationale du 25 septembre. Il a dit que il nous a répondu non, ma rentrée politique elle est faite depuis le mois d'août lorsque j'ai visité les classes des écoles havraises afin de vérifier que tout se passerait bien pour la rentrée. Donc il a répondu sur les projets d'extension du tramway au Havre, il a parlé de la rénovation des quartiers, la suite aussi de Port 2000, c'était un des gros chantiers d'Antoine Ruffner qui a permis au port du Havre d'être toujours un grand port européen, même s'il souffre de la concurrence des ports néerlandais et belges. En revanche, donc, il a parlé que de sa politique locale, sa politique, sa joie d'être au Havre. Donc, il n'en a pas laissé du tout transpirer, rien du tout sur ses intentions nationales. Et on peut même imaginer que Édouard Philippe a dû être un petit peu chagriné en voyant la une de nos confrères, Le Parisien aujourd'hui en France, de dimanche. La une était consacrée à Édouard Philippe, l'homme qui a les clés de la France, quasiment le jour du décès de son mentor. On peut penser qu'Édouard Philippe aurait préféré que cette une intervienne quelques jours plus tard, car il n'aurait pas voulu en faire quelque part ombrage à son mentor. Et on va parler d'Édouard Philippe dans quelques instants avec vous, notamment Frédéric, un sondage IFOP qui le donne bien placé à droite. Mais avant de se quitter, Thierry, on va regarder la une de Paris-Normandie dans son édition de Grand Rouen. Et on imagine la fierté des Normands hier lorsque le Normand Pierre Gasly a fait retentir la Marseillaise sur un podium de Formule 1 et ce, pour la première fois depuis 24 ans. Exactement, donc c'est un pur produit normand, c'est un jeune homme qui est originaire de Bois-Guillaume, une ville de la rive droite de Rouen. C'est un garçon qui est passionné de sport mécanique depuis sa plus tendre enfance. Le premier papier de Pierre Gasly dans les colonnes de Paris-Normandie, c'était il y a déjà 11 ans, il était tout jeune, il était en karting, ensuite il a suivi toute la filière habituelle du sport automobile français, il est passé par toutes les formules jusqu'à l'antichambre de la Formule 1, il a décroché un baquet en Formule 1, il le doit qu'à son talent, car Pierre Gasly n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, il n'a pas des parents millionnaires ou milliardaires qui lui permettraient d'acheter un volant de Formule 1, donc c'est son talent pur, il a connu des difficultés l'an passé puisqu'il avait été déclassé par l'écurie Red Bull chez qui il avait signé. Donc il est dans une petite filiale de Red Bull, AlphaTauri, une petite écurie italienne. Et hier, effectivement, dans le temple de l'automobile à Monza, un Grand Prix d'Italie, ce n'est pas n'importe quel Grand Prix. Il a inscrit son nom au palmarès. C'est vrai que la France attendait ça depuis 24 ans. Et c'est un Normand, un jeune homme de l'agglomération rouennaise. Donc il méritait bien la une de Paris-Normandie, un journal avec lequel il a l'habitude de discuter, d'échanger depuis qu'il est adolescent. Donc ça nous fait très plaisir de voir aujourd'hui Pierre Gasly en une de Paris-Normandie. Et voilà, et on la voit, cette une historique. Le pilote Pierre Gasly qui s'est donc imposé, vous le disiez, à Monza lors du Grand Prix d'Italie. Merci beaucoup Thierry d'avoir été avec nous et on vous retrouve lundi prochain. On parlait de ce sondage, ce sondage IFOP pour le journal du dimanche sur Édouard Philippe. Édouard Philippe qui a donc fait son retour médiatique dans les colonnes de Paris-Normandie, mais très havro-havrais, comme le disait Thierry Rabier, mais dans votre sondage, eh bien, on voit que Édouard Philippe il est plébiscité à droite. Il talonne même Nicolas Sarkozy dans l'incarnation. Oui, 67% des Français considèrent qu'il incarne la droite. C'est 22 points de plus comparé à ce qu'on avait mesuré dans une même enquête IFOP JDD il y a environ un an et demi. Il ne faut pas oublier dans quelle situation Édouard Philippe est du point de vue de sa popularité. Il a quitté Matignon dans un contexte d'un véritable petit état de grâce lié à sa bonne gestion perçue du Covid. Il a complètement été exonéré des critiques liées au déficit de masques, tous les problèmes que le pays a connus. Alors maintenant, il a une popularité très forte à droite, à gauche. Dans le baromètre IFOP fiducial pour Paris Match, c'est la première personnalité parce qu'il est devancé que par Nicolas Hulot, qui a une popularité, si je puis dire, de papier. Maintenant, quoi faire de cette popularité? D'aucuns disent qu'il pourrait être candidat à l'élection présidentielle. Personne ne peut le dire aujourd'hui. Ça a peu de sens politique, sauf si Emmanuel Macron renonçait. En tout cas, c'est quelqu'un qui pourrait apparaître comme un recours et en tout cas qui a quitté Matignon dans une situation intacte s'agissant de la confiance entre les Français et lui. Et comme François Baroin, c'est un maire qui semble privilégier sa mairie, Édouard Philippe. C'est l'essentiel pour durer en politique. Maintenant, les postes de ministres éphémères, dont on ne se rappelle même plus le nom 3 mois après qu'ils sont partis, même parfois 2 semaines, ne comptent plus. Le pouvoir exécutif national offre peu de poids si on n'a pas un ancrage local comme le sien. Effectivement, pour faire les longues carrières politiques, il faut être maire ou
président d'une région ou d'un département. En tout cas, maire, c'est ce qui vous permet de vous valoriser le plus, d'être le plus connu et surtout d'être élu sur son propre nom à une époque où le poids des partis, on en a parlé longuement, s'est effondré. En tout cas, La République En Marche ne réussit pas à faire élire beaucoup de gens. Et les Républicains et le PS, forcément, n'affichent même plus parfois ou vaguement dans des campagnes leur sigle sur les affiches des candidats. Donc, en effet, l'individu, lui, il va prospérer localement. Ça peut être un recours pour la droite, Édouard Philippe, ou c'est inenvisageable pour vous? Moi, je ne pense pas du tout que ça serait dans ce schéma-là. Moi, je pense que ce serait plutôt un recours pour Emmanuel Macron si Emmanuel Macron n'est pas en capacité de se présenter. Je ne crois pas du tout à un retour au bercail d'Édouard Philippe. Et je ne crois pas non plus à un coup de poignard dans le dos de la part d'Édouard Philippe vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Je ne crois pas non plus. C'est quelqu'un qui a toujours joué sur la carte de la loyauté vis-à-vis du président. Il ne faut pas oublier non plus que sans Emmanuel Macron, Édouard Philippe ne serait rien. Aujourd'hui, c'était quand même juste un simple député qui n'était pas non plus très connu avant de rentrer à Matignon. Donc moi, je crois plutôt effectivement à un recours pour La République En Marche et pas du tout à une figure pour la droite. Même s'il pourrait justement prendre, encore une fois, bien sûr, des voix à droite. Alors, les Républicains faisaient leur rentrée ce week-end, mais le Rassemblement national aussi faisait sa rentrée avec un discours de Marine Le Pen. Alors, contrairement à l'année dernière, elle a très peu parlé de la droite dans son discours. Elle a beaucoup parlé de la sécurité, mais si elle n'en a pas parlé dans son discours, elle a été très sévère avec les Républicains. Dans une interview aux Parisiens samedi, on va regarder cette phrase. Les Républicains n'en finissent plus de s'effondrer. Le peu qu'il reste est en train d'imploser. Une partie suit Emmanuel Macron, avec lequel ils ont une grande proximité idéologique. Les autres, ceux qui s'opposent à la politique de Macron, nous rejoindront. Est-ce qu'elle voit juste, Marine Le Pen ? En tout cas, oui, je pense qu'elle voit assez juste. Elle décrit ce qu'on vient juste de décrire il y a quelques minutes, où effectivement une partie de la droite est plutôt séduite par Emmanuel Macron. On l'a vu encore même au dernier scrutin des européennes, quand même, la majorité des électeurs de droite suivaient Emmanuel Macron. Après, quand elle dit une partie de la droite nous suivront, on voit bien qu'effectivement il peut y avoir certaines porosités entre. De toute façon, la droite a toujours été constituée de plusieurs droites, donc et c'est pour ça qu'elle enfonce effectivement le créneau de la sécurité. Donc oui, on peut imaginer ce genre de scénario. Je le disais, un discours très axé sur la sécurité hier de la part de Marine Le Pen, un retour aux fondamentaux finalement pour le Rassemblement national. C'est ce qu'attendent ces électeurs ? En tout cas, c'est un carburant intéressant pour le Rassemblement national. On a vu Marine Le Pen peiner pendant la période du Covid, où elle était sur une posture de Cassandre, sur le mode « je vous l'avais bien dit », mais la fonction tribunicienne, la fonction de Cassandre, importait peu face à des Français inquiets qui ont plutôt suivi le pouvoir exécutif, même si, comme on l'a dit, ils ont critiqué la gestion de l'État. Là, avec les questions sécuritaires qui, dans les enquêtes de l'IFOP, deviennent quasiment la première préoccupation des Français. 25 points de plus de sentiment de priorité par rapport à mai dernier. Ça s'était jamais vu depuis mars-avril 2002, qui n'est pas une date anodine pour le Rassemblement et pour le Front National de l'époque. Et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel, comme vous le disiez, la porosité entre sympathisants de droite et sympathisants RN est très très fort. On peut même parler d'électorat en fusion. C'est peut-être une occasion d'arrimer une partie de l'électorat de droite sur un vote Rassemblement national. Il y a eu un poisson pilote qui était Thierry Mariani, ça n'a pas donné des effets particuliers. En tout cas, ce sont des thématiques qui vont mieux à Marine Le Pen que les questions sanitaires. Allez, on va passer à un autre sujet. On va parler des sénatoriales, une élection qui aura lieu dans 20 jours. Alors, vous n'aurez pas à vous déplacer aux urnes, mais vos élus locaux, oui. Ce sont donc les sénatoriales. On va en parler avec Alex Poussard. Et Alex, dans 20 jours auront donc lieu les élections sénatoriales. Comment va se dérouler ce scrutin ? Eh bien, Oriane, il faut déjà rappeler que le Sénat est renouvelé par moitié tous les 3 ans. Ce sont donc 172 sénateurs sur 348 qui vont être renouvelés le 27 septembre prochain pour un mandat de 6 ans. Cela concerne 63 départements en métropole et en outre-mer. Dans 34 départements qui comptent 1 ou 2 sièges de sénateurs, les sénateurs seront élus au scrutin majoritaire. Dans 29 départements qui comptent 3 sièges ou plus, les sénateurs seront élus au scrutin proportionnel. Mais alors, qui vote aux élections sénatoriales ? Vous l'avez dit, Oriane, ce ne sont pas les citoyens. C'est une élection au suffrage universel indirect.
par un collège de grands électeurs qui est composé à 95% de conseillers municipaux et de leurs délégués. Il y a également dans ce collège des conseillers départementaux, des conseillers régionaux et des parlementaires. Notez qu'aux élections sénatoriales, le vote est obligatoire. Un collège de grands électeurs composé en majorité de conseillers municipaux. Le résultat des dernières élections municipales va donc avoir une incidence sur la composition, la couleur politique de la Haute Assemblée en octobre prochain. Et grâce à la vague verte au municipal dans certaines grandes villes, il devrait y avoir un groupe écologiste au Sénat. Ce sera le retour d'un groupe écologiste au Sénat. La majorité du Sénat devrait rester à droite et au centre, puisque par exemple les Républicains ont remporté plus de 50% des communes aux dernières élections municipales, notamment en milieu rural. Gérard Larcher, le président du Sénat, est donc le grand favori à sa réélection. Notez que l'élection du président du Sénat aura lieu le jeudi 1er octobre, Oriane. Et merci beaucoup Alex, et bien sûr jusqu'au 27 septembre. Vous viendrez nous expliquer, tout nous dire sur ce scrutin, la manière dont ça fonctionne, mais aussi sur cette campagne. Il y a peu de suspense finalement pour ces sénatoriales quand on voit le résultat des municipales. Voilà, un bon score des Républicains. Donc vous voyez qui se portent bien au niveau local dans un certain nombre de villes. Les Verts ont quand même fait des belles percées dans quelques métropoles. Donc ce qu'a dit Alexandre est tout à fait exact. Et donc avec une probable reconduction de Gérard Larcher, si vous voulez. Mais ce qui va compter sans doute dans cette affaire-là, si vous voulez, le rôle, la carte de la droite, c'était vraiment la carte des territoires. Alors Gérard Larcher le faisait très bien, il continue de le faire très bien, et c'est probablement indirectement pour ça qu'on a un Premier ministre aujourd'hui qui est élu d'une petite ville, celle de Prades, dans les Pyrénées-Orientales, il me semble. En tout cas, cette carte de la droite-là, cette carte du terroir, elle explique notamment l'arrivée d'un Premier ministre élu du terrain. Et la République En Marche qui a très peu d'espoir pour ces sénatoriales, Pascal Tournier. Elle n'a rien à jouer dans cette élection ? C'est un peu la suite logique des municipales, et on verra peut-être aussi pour ce qui se passe pour les régionales. Et ça prouvera une fois de plus que la République En Marche a du mal à avoir un ancrage territorial. On l'a vu encore une fois aux municipales, ils n'ont pas réussi à chaque fois à mettre ne serait-ce qu'un candidat pour tirer une liste. Ils ont fait des alliances avec les autres partis. Donc ça va être effectivement la difficulté pour la République En Marche. Et alors moi je reviendrai juste sur la question des territoires pour la droite. Je trouve ça dommage justement qu'ils n'essaient pas plus de marteler cette thématique-là, alors qu'ils avaient commencé à le faire à un moment donné. Voilà, la France périphérique. Exactement. Et alors que, effectivement, je suis d'accord avec vous, ils ont une carte à jouer sur ce sujet-là qui, effectivement, intéresse et de plus en plus concernante pour les Français. Mais est-ce qu'ils sont encore audibles, les Républicains, sur ce sujet des territoires ? Vous le disiez, effectivement, ils l'ont martelé depuis 2017, la France périphérique, la reconquête par les territoires. Mais même par Gérard Larcher, on se souvient même, c'était même Laurent Wauquiez qui avait été aussi sur cette thématique-là. Ils l'ont complètement abandonné au profit de la thématique sécuritaire, alors qu'au contraire, je pense qu'on est dans une phase de reconquête des territoires, de revalorisation, de toutes les initiatives se passent par le bas aujourd'hui. Donc c'est une thématique assez forte. Vous avez raison, elle est complète et elle se prête assez mal aux slogans simples, contrairement aux questions de sécurité. Et ça explique peut-être que parler franchement d'intercommunalité, d'investissement local, de territoire zéro chômeur, etc., c'est moins facile que de lancer des débats sur l'insécurité. Mais peut-être que ça marcherait très bien. Peut-être que les partis ont tort de se freiner. Est-ce qu'ils l'ont abandonné volontairement, Frédéric Dabi, ou est-ce qu'ils ont été phagocytés sur ce sujet par Jean Castex ? Non, je ne pense pas par Jean Castex, mais c'est vrai qu'ils ne l'ont peut-être pas abandonné, mais ils l'ont moins mis en avant que par rapport au début du quinquennat. Il y a eu aussi le mouvement des Gilets jaunes, qui était un mouvement aussi de la France périphérique qu'au début. Rappelons-nous, Laurent Wauquiez a essayé d'accompagner, il a mis un gilet jaune, il est descendu dans la rue très très vite. La droite, dans la logique d'ordre et de sécurité, a, je dirais, laissé tomber ce soutien vis-à-vis des Gilets jaunes. Mais c'est vrai que les sénatoriales, qui, comme ça a été très bien dit, sont très fortement indexées sur les élections municipales, peuvent être un marchepied intéressant pour la droite pour reparler des territoires, des fractures territoriales, de la fameuse France d'en bas. Et ça pourrait plus gêner Emmanuel Macron. Alors, ça sera le RN. Oui, tout à fait. Ça sera un très bon cru sans doute pour les Républicains, très bon également pour le Parti Socialiste qui a quand même reconquis beaucoup de villes, notamment par rapport à 2014. Et on aura l'occasion d'en parler d'ici le 27 septembre. Avant de se quitter, on va regarder ce qui est à la une de vos quotidiens régionaux avec Alex Poussard. Et Alex, vous avez donc fait pour nous le tour des quotidiens régionaux. Qu'y a-t-il à la une aujourd'hui ?
Bonjour à tous et on va commencer cette revue de presse régionale par la une de la Dépêche du Midi et la série noire pour l'armée française et la ville de Tarbes après la mort samedi de 2 soldats parachutistes de l'opération Barkhane au Mali. Dans l'explosion d'une bombe artisanale, 2 militaires du 1er régiment de hussards parachutistes de la ville de Tarbes, un régiment tarbais qui avait déjà été endeuillé en juillet dernier après la mort d'un de ces soldats dans un attentat suicide au Mali. À la une de la Voie du Nord, le département du Nord qui est placé en jaune-rouge à cause de la circulation active du virus. Le préfet a donc pris de nouvelles mesures sanitaires. Il n'y aura plus de dérogation pour les rassemblements de plus de 5000 personnes. Les lieux clos accueillant du public comme les cinémas par exemple devront respecter une distance d'1 siège entre les différents groupes. Et puis dans la métropole lilloise plus particulièrement, les restaurants et les bars seront fermés entre minuit et 6 h du matin. On va maintenant regarder la une de Vaucluse Matin qui évoque l'une des leçons de cette crise sanitaire. En matière de production de médicaments, nous sommes trop dépendants de l'Asie, mais il sera difficile de relocaliser cette production. Et malgré le plan de relance du gouvernement, eh bien, des spécialistes dans Vaucluse Matin estiment qu'il sera impossible de relocaliser toute la production pharmaceutique. On finit par la une de Charente Libre qui titre sur l'arrivée du Tour de France en Charente-Maritime, et on peut dire que le département et les collectivités de ce département sont au taquet pour accueillir la Grande Boucle, un événement international qui va rayonner sur tout le territoire, et c'est ce rayonnement que vont couvrir nos reporters de Public Sénat qui sont les 3 prochains jours en Charente-Maritime pour suivre la Grande Boucle. Exactement, on suivra tout ça. Merci beaucoup Alex, on vous retrouve demain, on va regarder rapidement vos unes. Guillaume, d'abord la une de la Gazette des communes, élus et DGS après les élections démarrées du bon pied. Pour faire simple, c'est le couple élu et techno. Comment faire bien marcher une ville. Voilà. C'est simple, c'est clair. À la une de La Vie, Pascal Tournier, autrement, enquête sur ceux qui inventent de nouveaux modes de vie. Oui, c'est toute une enquête, un peu un tour de France de nouvelle vie un peu néo-communautaire, où vraiment on invente un nouveau mode de vie qui balaye tout, l'économie, la politique, le spirituel, l'écologie bien évidemment. Et donc c'est une enquête au long cours. Et merci beaucoup, c'est à lire dans La Vie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce premier numéro. On se retrouve demain, l'invité politique Brigitte Klinkert. Et à 18 h, ne manquez pas la rentrée de Rebecca Fitoussi. Allons plus loin. Très bonne journée. À demain. Presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.